Avant d'écouter l'épisode de Frogger, je tiens à vous signaler que cet épisode a été enregistré en juillet 2022. Entre-temps, Thomas a sorti un livre qui s'appelle Visual Threat Intelligence que je vous conseille si vous souhaitez creuser un peu plus le sujet. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de OSINT Origins. Je suis Sylvain Agery, cofondateur de la communauté osintfr.com. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir pour ce second épisode en français, ça faisait longtemps, de recevoir Thomas Rossia, pseudo Frogger. Salut Thomas, tu vas bien? Salut Sylvain, ça va super, merci pour l'accueil. Je t'en prie, merci beaucoup à toi d'avoir accepté notre invitation, surtout que maintenant tu n'es plus souvent à Paris en plus. Oui, c'est vrai, ouais, je suis expatrié en Australie, ça fait un peu de route. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas du tout, s'il te plaît? Ouais, alors je m'appelle Thomas Rossia, je suis chercheur en sécurité chez Microsoft. Je travaille principalement sur de l'analyse de malware, de l'amélioration des technologies Microsoft. Je fais de la threat intelligence, donc du renseignement sur les menaces informatiques. Et le but, c'est vraiment de collecter des informations, de comprendre un peu quels sont les modes opératoires des attaquants, de documenter tout ça et de fournir en fait du support à nos clients et dans les technologies Microsoft. Alors, comment t'en es venu à ce métier en fait? C'est-à-dire, c'est quoi ton parcours scolaire et ensuite ton évolution professionnelle? Est-ce que c'est donné à tout le monde ou est-ce que c'est ultra difficile? J'ai fait une école d'ingénierie en informatique avec une spécialisation en sécurité informatique. T'as fait l'ESGI, c'est ça? Ouais. L'ESGI, ouais. À l'époque, j'ai fait l'ESGI et j'ai fait le badge de l'ESIEA de Reverse Engineering. Ah, ok. Et, parce qu'à l'époque, en fait, en école d'ingénierie, t'apprenais pas vraiment la sécurité comme je la pratique aujourd'hui, à savoir du reverse engineering, de l'analyse de malware, de la threat intel. C'était des choses qu'on n'apprenait pas à l'époque et qu'on apprend un peu plus aujourd'hui avec des formations ou même un peu plus dans les universités ou les écoles d'ingénieurs. Mais à l'époque, il fallait se former par soi-même, soit avec la communauté, soit avec les CTF, soit de son côté, quoi. Ok, et donc t'as fait le badge et donc après avoir fait le badge reverse, en fait, c'est quoi tes expériences? T'as fait peut-être de l'alternance aussi avant? Ouais, j'ai fait tout mon parcours en alternance. J'ai commencé à faire du support informatique tout bêtement à la fin du bac, quoi. Et puis après, je suis passé admin système et réseau. Ensuite, j'ai bossé dans une banque en tant qu'ingénieur sécurité, bossé sur des projets de sécurité, etc. Ensuite, à la sortie du diplôme, du coup, j'ai fait une année dans un cabinet de conseil en sécurité, enfin un peu moins d'une année. Et ensuite, j'ai été recruté chez McAfee. Donc là, je faisais de la réponse sur incident. J'intervenais chez les clients lors de cyberattaques. J'ai fait également du test d'intrusion après 3 ans dans le conseil chez McAfee, j'ai rejoint le McAfee Lab où là je faisais de la pure threat intelligence, bosser avec les différentes polices, les différents gouvernements sur les APT, les attaques de ransomware, etc. Et donc là, le but, c'était vraiment de fournir de l'information aux différentes personnes qui en avaient besoin. Et après 6 ans chez McAfee, j'ai rejoint Microsoft. Ok, et donc pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, parce que pour le coup, on a pas mal de nos auditeurs qui ne sont pas du monde de la sécurité informatique. Alors APT, donc c'est des menaces qui sont sophistiquées, souvent étatiques, c'est ça? Ouais. Et donc tu parlais de Cyber Threat Intelligence. Alors est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas qu'est-ce que la Cyber Threat Intelligence, s'il te plaît? Alors la Threat Intel, pour faire simple, c'est le renseignement sur les modes opératoires, la documentation des modes opératoires des attaquants. Donc à savoir comment ils fonctionnent, c'est-à-dire comment ils vont pénétrer un réseau, comment ils vont pénétrer une entreprise, comment ils vont voler des informations, comment ils vont pivoter sur le réseau en interne pour collecter les informations dont ils ont besoin, comment ils vont exploiter des vulnérabilités. C'est tout l'écosystème et ça s'arrête pas là parce que c'est aussi collecter de l'information et de l'intelligence en amont, à savoir étudier les modes opératoires avant. Donc est-ce que par exemple ça peut être étudier l'exposition d'une société, surveiller les fuites de données qu'il peut y avoir, surveiller les places de marché où il va y avoir de la revente de mots de passe ou d'accès compromis. Tout ça, c'est de l'information qu'on analyse, qu'on collecte et qui va permettre d'identifier des attaques, de comprendre le fonctionnement des attaquants et de documenter, d'avoir cette base de données et de connaissances qui nous permettent de mieux comprendre comment une attaque
attaques fonctionnent, quelles sont les tendances, quelles sont les techniques aussi, et comment on fait pour se protéger. Moi, actuellement, je bosse dans l'équipe de Defender, donc c'est l'équipe de Microsoft qui s'occupe du moteur antivirus Defender de Microsoft. Et donc moi, mon but, c'est de bosser sur l'amélioration du produit, mais c'est aussi de documenter les nouvelles techniques, de comprendre comment elles fonctionnent, d'accompagner l'ingénierie pour améliorer la technologie, etc. Ok, mais c'est super intéressant, ça veut dire qu'en gros, pour faire de la threat intel, en fait, tu es obligé de faire un minimum d'investigation, et je présume que tu utilises pas mal l'OSINT et justement les sources ouvertes, non? Enfin, quel est le rôle justement de l'OSINT dans le travail de la cyber threat intelligence? Ouais, en fait, l'OSINT, tu peux l'utiliser pour plusieurs choses. Donc, si tu es une entreprise, tu peux par exemple l'utiliser pour faire pour vérifier en fait ton exposition. Donc, savoir est-ce qu'il y a des fuites de données en lien à ton entreprise qui traînent sur le net. Est-ce que potentiellement il y a des informations qui pourraient intéresser des attaquants. Est-ce que tu as, je sais pas moi, des serveurs qui sont ouverts sur le net. Donc, ça peut être intéressant pour vérifier ton exposition, pour essayer de contrôler un petit peu les données qui peuvent sortir de ton entreprise, et puis comprendre aussi s'il peut y avoir des vecteurs d'entrée pour les attaquants. Donc par exemple, s'il y a des vulnérabilités qui sont exposées sur le net, ça c'est typiquement une porte d'entrée. Si il y a je sais pas, un serveur RDP qui est exposé sur le net aussi avec une configuration un peu basse, ça peut être aussi une porte d'entrée. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on peut collecter avec l'OSINT. Donc moi l'OSINT, je l'utilise plus dans le cadre de la threat intel, donc à savoir chercher de l'information sur l'infrastructure, les attaquants, comment ils vont par exemple essayer d'exploiter une vulnérabilité. S'il y a une vulnérabilité qui est exploitée, enfin qui est connue ou qui est rendue publique, est-ce que cette vulnérabilité va servir comme point d'entrée par les attaquants? Donc est-ce qu'il y a beaucoup de serveurs qui sont vulnérables? Par exemple, quand on parle de l'attaque Log4j en décembre dernier, bon bah là typiquement ça a servi comme point d'entrée pour beaucoup d'attaques. Donc bah ça, c'est des éléments qu'on va essayer de collecter. Ensuite, il va y avoir aussi toute la partie threat intel en source ouverte, donc par exemple Malware Bazar, Virus Total. Bon, Virus Total n'est pas complètement ouvert au public. Il y a une partie payante et une partie gratuite, mais Malware Bazar, c'est un très bon exemple. Il y a énormément de données dessus, de différents malwares qu'on peut collecter, analyser. La communauté participe à fond sur ce projet-là, et donc on peut recevoir de l'information. Après, il va y avoir d'autres sources ouvertes qui peuvent être intéressantes, par exemple Shodan, je pense que tu connais bien le service. Aussi, qui est une espèce de Shodan français. Carrément. Exact, ouais. Patrice Offray, qui est un français qui a fait un espèce de Shodan qui est excellent. Qui fonctionne très bien, et qui a l'avantage d'avoir un historique en plus, par rapport à Shodan, qui est vraiment cool. Exactement, ouais. Donc voilà, tout ça, RiskIQ, tous ces services, c'est des services que nous on utilise pour traquer en fait les groupes d'attaquants, traquer l'infrastructure, comprendre comment l'infrastructure fonctionne, comprendre comment les attaquants fonctionnent aussi. Dernièrement, on a eu les Conti Leaks, enfin en mars dernier. Donc là, alors est-ce que tu peux expliquer justement qu'est-ce que les Conti Leaks, enfin expliquer qui est Conti et tout ça? Alors Conti, c'est un groupe de ransomware qui a été assez actif pendant les années précédentes. Donc quand on dit groupe de ransomware, c'est plutôt ce qu'on appelle un ransomware as a service. Donc c'est des attaquants qui mettaient à disposition le ransomware auprès de différents groupes, en gros il y a un système d'affiliation où les gens utilisent le ransomware, compromettent des cibles, et quand il y a l'argent qui est payé, il y a une partie qui est reversée aux auteurs du ransomware de Conti, et une autre partie aux affiliés. Donc là, il y a tout un business model autour de ça. Et en février dernier, un petit peu avant le début de la guerre en Ukraine, enfin juste après plutôt, il y a un chercheur qui a révélé en fait des logs de connexion et d'échanges de Jabber et de Rocket Chat aussi, il me semble, et donc qui ont été rendus publics. Et donc ces logs montraient les échanges qu'il y a eu entre les différents affiliés, les auteurs de Conti, les différents groupes, etc. Et en fait, donc là, c'est hyper intéressant pour nous, parce que du coup, on comprend un petit peu comment ils fonctionnent, quels sont leurs modes opératoires. Donc là, on s'est rendu compte qu'ils travaillaient avec d'autres, enfin on le savait déjà, mais là, ça a confirmé qu'ils
travaillé avec d'autres groupes comme Emotet pour la compromission initiale, d'autres brokers d'accès aussi. Et donc tout ça, c'est des informations qui sont hyper intéressantes pour nous parce que soit ça confirme des éléments qu'on avait déjà, sur lesquels on avait soit des certitudes, soit des comment dire, on avait des suspicions, ouais. Et donc là, tout ça, ça confirme un peu l'intelligence qu'on a déjà. Et ça nous permet de comprendre un petit peu plus leur mode de fonctionnement, quoi. Donc là, c'était génial, hein, ça en termes d'OSINT, d'avoir accès à ce genre de données. On a de temps en temps accès à ce genre de données en les obtenant de différentes sources. Mais là, ça s'est rendu vraiment public, donc c'était intéressant de travailler dessus. Ouais. Ça me fait penser à VX Underground qui avait par exemple, comme un peu malware bazar et qui... carrément, ouais, carrément. VX Underground fait aussi partie des sources d'OSINT. Effectivement, eux, ils mettent à disposition différentes souches de malware. Et donc, pour ceux qui n'ont pas forcément d'accès payant à Virus Total ou d'autres sources, ça peut être intéressant. Hein. C'était assez marrant parce que pendant l'affaire Pegasus, justement, ils avaient réussi à trouver des anciennes souches justement de Pegasus, etc. Et c'est assez cool parce que ça permet justement à n'importe qui, une personne qui veut débuter et qui veut vraiment un cas réel pour s'entraîner, justement de s'entraîner sur un truc assez sophistiqué, quoi. Ouais, aujourd'hui on est dans une ère où la communauté InfoSec, je pense, partage à fond les informations, et donc effectivement pour des jeunes aujourd'hui qui veulent rentrer dans le monde de la cybersécurité, c'est génial, quoi. Il n'y a pas forcément d'avoir des milliers d'euros ou une formation à 6 000 euros pour rentrer dans ce monde-là, quoi. Avec un peu de volonté, un peu de recherche sur Internet, franchement, c'est accessible à tout le monde. Ouais. Mais est-ce que, alors, à partir de quel moment, est-ce que tu as un peu une idée de à quelle période, justement, les reverseurs de malware se sont vraiment intéressés de plus en plus à l'OSINT? Est-ce que c'est suite à Stuxnet, ce genre de choses? Ou c'est bien avant, déjà, on avait... Virus Total existait depuis déjà pas mal de temps. Enfin, est-ce que tu sais, justement, quand est-ce que les personnes ont essayé de prendre l'OSINT au fur et à mesure C'est une question un peu difficile. Je pense que l'OSINT, ça a toujours été un peu là. Si tu es intéressé par la cybersécurité, par le monde du hacking, par essayer de comprendre ce que tu peux faire avec un ordinateur, je pense que l'OSINT, ça fait un peu partie de tout ça. Si tu as fait des CTF, ce genre de choses, tu as toujours un peu besoin d'OSINT à moindre mesure. Hein. Aujourd'hui, tu as carrément des gens qui font que de l'OSINT. Les journalistes, par exemple, eux, ça fait vraiment partie intégrante de leur boulot. Nous, en Threat Intel, ça fait également partie de notre boulot, mais effectivement, on va pas forcément utiliser les mêmes sources de données ou les mêmes informations. Mais je pense que ça fait partie du monde de la cybersécu de manière assez générale. Je pense que même aujourd'hui, des RH font de l'OSINT, en fait. Hein. Quand tu postules dans une société, il y a de fortes chances que le recruteur va googler chercher ton nom sur Internet, essayer de voir si tu as un site web, retrouver tes travaux, etc. Et donc je pense que on peut également parler d'OSINT pour ça, donc je pense que ça touche un petit peu tous les domaines, et ouais, pour la Threat Intel, c'est un outil qu'on utilise fréquemment. Ouais. Alors, c'est une technique qu'on utilise fréquemment. Toi, t'as fait pas mal de choses pour le coup, t'es un peu partout sur Twitter et tout ça. T'as pas mal de projets, et un des projets que t'as développé, donc ça s'appelle Unprotect, qui est unprotect.it, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Unprotect It. Ouais, Unprotect It. Ouais. Et en gros, donc le but, c'est qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le but de ce projet en fait exactement? Alors pour la petite histoire, Unprotect Project, c'est un outil, c'est une base de données open qui référencie les techniques d'évasion utilisées par les malwares. Alors les techniques d'évasion, qu'est-ce que c'est? C'est des techniques qui sont utilisées par les logiciels malveillants pour contourner la sécurité en place, pour éviter la rétro-ingénierie, pour éviter le debugging, éviter la détection par sandbox, éviter l'analyse dans l'analyse dynamique dans une machine virtuelle par exemple. C'est toutes les techniques en fait qui vont contourner la sécurité en place, éviter l'analyse dynamique et statique et rendre difficile la rétro-ingénierie. Pour faire assez simple, après il y a plein d'autres techniques. Et donc le but en fait c'est de répertorier toutes ces techniques pour vraiment proposer une source de données aux différents analystes de malware sur les différentes techniques qui peuvent être utilisées pour éviter l'analyse et la détection. Donc c'est hyper important. À la base, pour l'histoire, du coup, à la base j'ai créé ce projet en 2015. À l'époque, je faisais de la réponse sur incident, donc chez McAfee. Et j'intervenais régulièrement chez les clients pour des cas de compromission, des cyberattaques, etc. Et souvent, j'avais le retour des clients qui disaient « Ouais, mais je comprends pas, le
le malware ou les attaquants n'ont pas levé d'alerte, on a mis le malware dans la sandbox et puis il n'y a rien qui a été détecté, pourquoi ça marche pas quoi. Et donc bon, au-delà des problèmes de configuration qu'il peut y avoir dans une entreprise ou du manque de connaissances spécifiques sur les métiers de la cybersécurité, il y a aussi le fait que les malwares utilisent des techniques d'évasion. Et donc si tu n'es pas sensibilisé à ça, tu peux utiliser n'importe quelle sandbox par défaut sans la pimper ou la tuner un petit peu et ton malware il va détecter qu'il est dans une sandbox, ton rapport d'analyse, tu n'auras rien du tout quoi. Pareil, si t'as pas passé du temps à reverser un malware, à comprendre son fonctionnement, à comprendre les différents mécanismes, tu peux passer du temps à appuyer sur F8, à essayer de débugger et à jamais comprendre ce qui se passe parce qu'il y a des routines qui sont exécutées par le malware pour éviter l'analyse dynamique ou le debugging. Donc nous, l'idée, à la base, c'était vraiment de répertorier ces techniques pour sensibiliser les clients, pour avoir une base de données. Ça n'existait pas en fait à l'époque. Et donc l'idée, c'était vraiment de proposer ça pour les gens qui voulaient en apprendre plus sur les malwares, etc. Et donc on a créé ce projet-là qui était à la base un wiki tout pourri, un wiki qui était avec les différentes classifications, etc. Et au fur et à mesure, ça a évolué. Il y a Jean-Pierre Le Sueur, qui est un très bon pote qui m'a rejoint, qui est un développeur de génie, qui m'a aidé à bosser sur le back-end. Aujourd'hui, il a fait de nouvelles mises à jour, il a amélioré un petit peu le site web, etc. Et donc on travaille tous les deux dessus sur ce projet-là. Et comme c'est un projet communautaire, il y a aussi des gens de la communauté qui proposent de participer. Donc comment ils peuvent participer? Ça peut être par exemple en ajoutant une nouvelle technique, en modifiant ou en mettant à jour une technique existante, en corrigeant quelque chose qui est sur la base de données, qui est, je sais pas, ça peut être une faute d'orthographe, ça peut être n'importe quoi. Et du coup, on a les contributeurs qui participent au projet comme ça. Mais alors, c'est super intéressant parce que ça veut dire que toi, dans Unprotect, tu mets par exemple, je sais pas, tel malware à utiliser telle technique d'obfuscation. Et est-ce que tu peux dire, qui a utilisé les mêmes techniques d'obfuscation et justement de voir justement les familles et de se dire en mode purée, peut-être qu'il y a eu des collaborations entre tel groupe de malware et tel groupe de malware. Est-ce que c'est possible ce genre de choses? Alors là, nous on est pour l'instant aujourd'hui c'est une base de données qui référencie les techniques d'évasion, mais effectivement on est en train de travailler pour améliorer le service, apporter de nouveaux éléments d'analyse, de corrélation, etc. Donc ça demande du travail. Aujourd'hui à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a? On a une base de données qui référencie les techniques classées par catégorie. Donc anti-debugging, anti-sandboxing, anti-disassembly, anti-monitoring, etc. Et donc pour chaque technique, on essaye d'avoir une description. On essaye d'avoir un ou plusieurs code snippets, c'est-à-dire un morceau de code, un proof of concept de la technique. Comme ça, elle peut être aussi utilisée par des gens qui veulent comprendre comment ça fonctionne, pour des red teams aussi, ça peut très bien être utilisé pour des red teams. Et ça peut être aussi utilisé pour faire des tests de détection, etc. Et on fournit également, quand c'est possible, on a une règle Yara. Donc Yara qui est utilisée pour de la détection de malware ou pour de la classification aussi ou pour du tracking. Et une règle Kappa aussi, Kappa qui est un autre outil d'analyse de malware, et une règle Sigma qui est un outil aussi pour faire de la détection sur les logs. Et donc on essaie de fournir ces trois règles-là en plus. Du coup, quand quelqu'un va sur la base de données, par exemple, tu veux en apprendre plus sur une technique en particulier, une technique d'injection, par exemple process hollowing, qui est une technique très connue d'injection de processus. Tu vas dessus, tu tapes le nom de la technique, tu vas avoir la description, tu vas avoir un morceau de code que tu peux réutiliser pour tester toi-même, et tu vas avoir les detection rules, ce qu'on appelle des règles de détection Yara, pour essayer de comprendre comment elles fonctionnent, comment la détecter, etc. Et en plus de ça, tu vas avoir des ressources externes donc qui vont te permettre d'en apprendre un peu plus sur la technique en particulier. Donc l'idée, c'est vraiment de centraliser toutes ces techniques dans un point donné. Et aussi un autre point important, c'est d'étendre la partie Defense Evasion du MITRE ATT&CK. Donc le MITRE ATT&CK qui est aujourd'hui devenu une référence dans le monde de la cybersécurité pour les différents tests. La partie Defense Evasion, c'est la plus longue dans la matrice attaque, mais elle n'est pas encore complète. Et donc nous, le but de Unprotect, c'est de l'étendre et de proposer vraiment une classification complète des techniques d'évasion. Voilà. Okay. Mais alors, pour rajouter justement dans ton projet des nouvelles techniques, etc., qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu prennes du malware, il faut que tu le reverse en fait. C'est ça, tu es obligé de mettre les mains dans le cambouis et de faire du reverse engineering de chaque malware pour voir quelles techniques sont utilisées et tout ça. Et alors, est-ce que tu peux expliquer un peu plus Tout à fait, ouais. Tout à fait. En fait, alors, tu as des techniques qui sont très connues. Tout à l'heure, je citais Process Hollowing. Ça fait des années que c'est utilisé, si ce n'est pas des dizaines d'années, enfin, en tout cas plus de 10 ans. Et ça, c'est des techniques qui sont très connues, qu'on retrouve encore dans certains malwares. Donc ça, effectivement,
avec l'expérience, tu te rends compte que tu vas facilement détecter une technique qui est utilisée ou la retrouver dans ton désassembleur ou lorsque tu es confronté à faire de l'analyse, etc. Donc tu peux faire de l'analyse comme ça pour essayer de détecter la technique. Après, on essaye aussi de répertorier les techniques qui sont trouvées par les chercheurs en amont. Donc parfois, elles ne sont pas encore utilisées dans la nature, mais du coup, ça permet aussi d'avoir cette information centralisée dans la base de données. Et un jour, si elle est utilisée dans la nature, on aura déjà eu l'information. Par exemple, il y avait à un moment donné, pour rester sur l'injection de processus, il y a quelques années, à Black Hat, il y avait eu une présentation de process doppelganging, qui est une autre technique d'injection. Quand elle avait été révélée par les chercheurs, elle n'était pas encore utilisée par les attaquants ou par les malwares dans la nature. Et quelques temps après qu'elle a été publiée, on s'est rendu compte que tu avais certains malwares qui l'utilisaient, quoi. Donc, on essaye toujours de... faut voir ça vraiment comme une base de connaissances qu'on dédie à la communauté InfoSec et qui permet d'en apprendre plus sur les techniques d'évasion, quoi. Ok. Et donc tu l'as dit, tu es obligé de faire du reverse engineering, justement de disséquer, en fait, de creuser vraiment dans le malware pour connaître ces techniques. Mais comment tu fais pour récupérer justement ces malwares? Alors on a parlé juste avant de VX Underground, de Malware Bazar. Ouais, carrément. Mais est-ce que tu as d'autres moyens justement de récupérer ce genre de malware et justement d'investiguer? Ouais, carrément. Alors bon, VX Underground, Virus Total, Malware Bazar, ça c'est des moyens, disons entre guillemets faciles, parce que c'est des sources de données open, on peut récupérer de l'information facilement. Nous, au sein de Microsoft, on a accès aussi à la télémétrie, donc on hunt forcément, enfin on chasse directement les différents souches de malware qu'on veut analyser directement dans la télémétrie, donc ça c'est des données qu'on collecte aussi. Et en pure OSINT, on va avoir également, ça peut être par exemple scanner des ranges d'IP sur internet pour essayer de trouver des serveurs de command and control, vérifier, parfois on va trouver des OpenDIR avec, je sais pas moi, toute une gamme d'outils qui va être utilisée pour compromettre une attaque, pour compromettre une entreprise. Et donc ça fait partie de l'analyse et de la threat intel, de la collecte d'informations. On peut par exemple aussi, tout bêtement, tu vas récupérer un malware du fait d'une attaque chez un client, tu vas le reverser, tu vas l'analyser, tu vas voir que potentiellement ce malware est signé avec un certificat et qui se connecte à un C2 en particulier. Avec ces éléments-là, tu vas pouvoir ce qu'on appelle pivoter et donc essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne l'infrastructure du malware, essayer de voir s'il y a d'autres malwares avec ce même certificat qui sont diffusés en même temps dans d'autres endroits de la planète ou qui sont déjà publics, et essayer de voir, de reconstruire en tout cas l'infrastructure, le mode opératoire, le fonctionnement du malware, etc. En plus de ça, sur Twitter, on a une communauté qui est assez active. Et même française, en fait. Même française, française, américaine, même dans le monde entier. Et du coup, on a également de l'intelligence, on va appeler ça de l'intelligence, en tout cas des samples, des malwares et de l'information qui remontent via Twitter aussi. Donc tout ça, c'est des éléments qui peuvent être intéressants. Et après, donc là, on parle plus d'OSINT, mais plutôt de sources fermées, les différents groupes fermés sur lesquels tu peux être amené à discuter avec des amis qui bossent dans d'autres sociétés, etc. Là, c'est hyper important aussi parce qu'on fournit de l'information qui n'est pas publique et donc ça nous permet de comprendre un peu plus comment fonctionnent les attaquants. Alors, tu disais que donc, chez Microsoft, tu bosses sur la partie Defender. Microsoft, vous avez notamment fait un projet open source qui est sur GitHub qui s'appelle MysticPy. Je le prononce bien, ouais. Ouais, c'est ça. MysticPy. Est-ce que tu peux expliquer justement, parce qu'en plus dans MysticPy, je crois qu'il y a le terme OSINT, enfin il y a open source ou un truc comme ça. Donc, est-ce que tu peux expliquer justement qu'est-ce que MysticPy? Alors MysticPy, c'est une librairie Python qui est développée par, donc je suis contributeur du projet aussi, et donc qui est développé par Yann Helen, qui est une personne qui est basée aux US chez Microsoft et qui travaille, c'est le principal mainteneur de MysticPy. Et donc MysticPy, qu'est-ce que c'est? C'est une librairie Python pour la threat intelligence. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec MysticPy? On peut le connecter à différentes sources de données. Donc ça peut être des données en interne sur des technologies qu'on peut avoir en interne, et ça peut être aussi des données en externe. Donc, par exemple, Virus Total, on parlait de Malware Bazar, ça peut être OTX, d'AlienVault, ça peut être d'autres sources de données. Et l'intérêt de MysticPy, en fait, c'est que cette lib, en fait, Python, c'est vraiment un orchestrateur pour collecter des données, faire de l'enrichissement de données via
des sources ouvertes, mais aussi via des sources internes si on a les différentes données en interne. Et ça permet aussi de faire de l'analyse, donc à savoir de la visualisation. Ça peut être, par exemple, pour faire de la corrélation de données, on peut faire de l'analyse de log. Donc c'est vraiment un outil, je dirais que c'est un peu un orchestrateur, une lib Python. Python, c'est moi j'utilise Python tous les jours et avec MysticPy, ça me permet de faire des routines de manière assez simple, d'automatiser un petit peu mes tâches quotidiennes et puis de connecter mes différentes instances mes différents scripts ou mes différents Jupyter Notebook aux différentes ressources dont j'ai besoin. Et du coup, j'orchestre un petit peu mes données avec MysticPy. Donc c'est vraiment c'est open source. Tout le monde peut l'utiliser sur le GitHub de Microsoft et donc là on est en train de bosser. Il y a la version 2 qui est sortie il n'y a pas très longtemps et on est en train de bosser sur de nouvelles mises à jour, de nouvelles fonctionnalités. On ajoute aussi d'autres sources de données. Donc bon voilà, faut suivre le projet et c'est vraiment un super projet pour le coup et c'est vraiment très utile. Tu parlais de Jupyter Notebook. Yes. Alors c'est quoi exactement, en quoi ça aide justement dans l'investigation et tout ça? Alors Jupyter Notebook en fait c'est des notebooks avec ça permet d'intégrer du code en interactif, c'est-à-dire qu'on va avoir du texte qui va expliquer ce qu'on va faire et puis on va pouvoir ajouter son code et exécuter son code directement dans le notebook, son code Python. Et donc avec MysticPy en fait, MysticPy souvent en fait les exemples qu'on a sur le GitHub c'est via Jupyter Notebook et donc on a des exemples où on va importer certaines données, montrer comment on les analyse, etc. Tout à l'heure on parlait des Contileaks. J'ai fait un article qui a été publié au mois de mai sur les Contileaks et avec comment les analyser en utilisant MysticPy. Et donc le notebook est en ligne sur mon GitHub et donc on peut voir un peu comment utiliser MysticPy pour analyser des logs, donc là en l'occurrence des logs de chat et essayer de corréler un peu ces informations, faire de l'enrichissement de données, donc à savoir extraire les indicateurs de compromission, essayer de voir si tel malware est connu, etc. Enfin, l'idée de MysticPy, c'est vraiment de centraliser l'analyse, d'avoir un outil unique qui permet de centraliser son analyse et de comprendre un peu les différents éléments qu'il peut y avoir autour de ce qu'on est en train d'analyser, quoi. Mais alors justement, tu parlais des Contileaks, où tu as fait ton investigation et tout. On mettra justement le lien dans la description sur le site d'osintfr.com. On mettra le lien pour que les auditeurs puissent accéder facilement. Comment tu fais en fait justement quand tu as les Contileaks? Je me souviens même plus combien c'était de gigas, mais tu as une grosse quantité de données, tu as des interactions en chat sur Jabber et tout ça. Enfin, ok, par où tu cherches Moi j'ai pas mal de personnes qui me disent non mais c'est super bien, mais en fait on tombe dans l'infobésité quand on fait de l'investigation aux int. Carrément. Ouais. Et comment t'as fait en fait? C'était quoi ton process en mode ok, tu t'es concentré que sur les conversations de Jabber toi ou bien? Ouais, alors pour cet exemple, je me suis concentré que. C'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai fait un tweet il y a pas longtemps où justement je disais que le plus important quand on fait de l'analyse de données, c'est pas de maîtriser les différents outils ou les langages de programmation qu'on va utiliser, c'est de maîtriser les données qu'on analyse. C'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qu'on trouve comme information dans les données. Et comment les analyser, quoi. Le plus important c'est ça, et le plus difficile en fin de compte c'est ça, parce que quand tu te retrouves effectivement avec énormément de données analysées, c'est difficile de savoir par où commencer, de comprendre, etc. Donc Python, MysticPy, tout ça c'est des outils, c'est chouette. Tu sais les utiliser, c'est bien, mais si tu connais pas tes données, ça peut vite être compliqué et tu peux vite être débordé. Donc moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est d'y aller, je pense que tout le monde dirait la même chose, mais c'est d'y aller étape par étape et de commencer à explorer les données avant même d'aller plus loin. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment bien connaître tes données, comprendre ce qu'on a comme information disponible, et puis petit à petit, essayer de construire autour de ça, quoi. Quitte à les parser auparavant et tout ça. C'est exactement ce qu'il faut faire, c'est comprendre, avoir une vue d'ensemble. Par exemple, pour les Contileaks, là, ce qui était intéressant aussi, c'était de savoir directement, sans lire tout directement les données, toutes les données, tu avais envie de savoir quelques éléments, donc tu pouvais faire des recherches sur des mots-clés pour essayer de voir si tu avais des informations, mais concrètement, ça c'est bien juste au début pour rigoler. Après, ce qu'on veut, c'est de la vraie analyse, de la vraie intel. Donc, ce que tu peux faire, c'est avoir déjà une vue d'ensemble. Combien il y a de données, sur quelle période. Donc là, les Contileaks, c'était sur 2 ou 3 ans, il me semble.
2-3 ans, bon bah voilà, ok, on a 3 ans de données, à quel moment il y a eu des pics d'activité, à quel moment c'était un peu plus calme. Donc là, bah, avec Python, tu peux générer des graphes, et tu vois directement à quel endroit il y a des pics d'activité, etc. À partir de là, bah, tu peux faire un focus. Ok, il y a eu un pic d'activité à tel moment, telle date, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ok, je vais regarder les logs, ok, c'est intéressant ça. Ah oui, tiens, ça tombe en même temps que l'arrestation du FBI, d'un autre groupe de ransomware, etc. Tu vois, et en fait, l'idée, c'est d'y aller étape par étape, de comprendre un petit peu tes données et puis bah, de fouiller, de comprendre. Et je pense que pour l'OSINT, c'est pareil en fin de compte, hein, quand tu cherches sur Internet, si tu as énormément de données, l'idée c'est de mapper tout ça dans ton esprit, de le poser sur le papier et de comprendre un petit peu les différentes données, comment elles sont imbriquées entre elles, etc. Et un bon outil aussi pour faire ça, c'est la visualisation, et MysticPy est super pour faire ça. Tu peux générer des graphes, avoir des connexions. D'ailleurs, dans l'article, ce qu'on a fait à un moment donné, c'est qu'on a généré un graphe de connexion entre les différents utilisateurs, et donc on voit, par exemple, ton trait entre deux utilisateurs, plus il est gros, plus il y a eu un nombre d'interactions élevé, et donc ça te permet d'avoir une vue d'ensemble, quels sont les utilisateurs les plus actifs, quels sont ceux qui le sont moins, est-ce que les utilisateurs les plus actifs sont des personnes importantes dans l'organisation de Conti, etc., etc. Ok, mais ça veut dire qu'en fait au début, donc tu regardes tes trucs et enfin tes conversations. Et en fait, tu fais un espèce de contrôle F, enfin un grep, quoi, en gros, pour voir quels sont les mots qui, par exemple, qui ressortent le plus, ce genre de choses, pour avoir les sujets vraiment les plus importants. Ça ou alors tu regardes, par exemple, je présume que tu fais une recherche aussi des noms de domaines, de voir ce qui est .com, des trucs comme ça, pour savoir quels étaient les targets, ce genre de choses, c'est ça? Exactement, ouais. Donc tout ça, tout ce qui est nom de domaine, hash aussi, donc empreinte de malware, etc. Tout ça, c'est des informations intéressantes pour nous parce que bah, ça nous permet d'avoir de l'information et puis d'essayer de corréler un petit peu tout ça, quoi. Donc, ouais. Et donc, suite à cette analyse, vous avez trouvé des trucs intéressants, à part justement la relation entre deux personnes, ou alors non, pas spécialement? Alors, bah, tout est dans le blog, hein, en tout cas la partie publique, quoi. Donc, ouais, du coup, en fait, le blog est plus orienté sur une partie pratique, c'est-à-dire bah, comment utiliser Python pour faire de l'analyse avec les Contilix en exemple. Et donc, bah, on voit un petit peu comment extraire les informations intéressantes, etc., quoi. Ok. Et donc, c'est super intéressant sur la partie Threat Intel, sachant qu'en fait, au début, bah, vraiment, tu n'étais pas forcément dans la partie OSINT, et justement, en fin de compte, c'est là où on voit que tout s'entremixe et tout en permanence. Là, donc, tu as travaillé en France auparavant, ouais. Mais récemment, tu as déménagé en Australie, ouais. Parce que tu as voulu surfer et puis tu as voulu voir du soleil, je présume. Ouais. Est-ce que c'est possible justement de travailler dans la Threat Intel en France, ou c'est plus difficile? Pourquoi t'es parti justement en Australie? Il y a une autre mentalité justement dans la partie Threat Intel? Comment ça se passe? Ouais, alors ça c'est une question qui est hyper intéressante parce que le monde de la cybersécurité en France commence à changer et ça a mis pas mal de temps. C'est encore un peu difficile aujourd'hui, mais effectivement, aujourd'hui, tu peux trouver des postes de Threat Intel ou plutôt d'analyse SOC, c'est plus ça qu'on va retrouver en France, ou alors c'est avec des entreprises américaines ou étrangères qui vont recruter. Sequoia par exemple. Ou Sequoia, ouais, carrément, ouais, oui, tout à fait, et d'autres entreprises qui vont recruter en France. Mais c'est encore assez de niche. Je dirais que le point d'entrée, si on veut travailler en France, ce sera plutôt analyse SOC et puis essayer de bifurquer comme ça. Après, je pense que, j'espère en tout cas que le marché devient de plus en plus mature et qu'effectivement il va y avoir de plus en plus d'opportunités pour les nouveaux arrivants dans le milieu de la cybersécurité. En tout cas, je le souhaite. Surtout dans l'analyse de malware, parce qu'en fait, je trouve que entre un poste de pentester où c'est assez facile de trouver et une personne qui veut faire par exemple du forensic à foison ou de l'analyse de malware à fond, ou alors même de l'OSINT à fond, parce qu'il y a certaines boîtes spécialisées en threat intel ou en réponse sur incident où maintenant ils recrutent que des personnes qui sont uniquement des analystes OSINT et c'est super intéressant. Mais en fait, je trouve que c'est encore ultra difficile de trouver ce type de poste, quoi. Ouais, c'est ultra difficile parce que je pense que la demande encore en France n'est pas trop orientée sur ce type de service, mais ça va venir de plus en plus à mon sens et puis ça va se démocratiser. Effectivement, aujourd'hui les postes de threat intel, d'analyse de malware, tout ça, ça va être plutôt des éditeurs de sécurité qui eux ont une technologie, qui ont besoin de ces informations quand tu as un antivirus ou une plateforme, un XDR, un EDR, ce que tu veux, une plateforme en tout cas qui fait de la corrélation de données. Il te faut de la source, il te faut des données sources, et les données sources, tu les trouves via l'OSINT ou via des chercheurs en sécurité qui vont hunter d'eux-mêmes et collecter de l'information qui vont permettre d'alimenter les différentes technologies. Donc ouais, aujourd'hui je pense que
Je pense qu'effectivement, c'est encore un petit peu avant-gardiste, on va dire, mais de moins en moins. Il y a de plus en plus de postes qui s'ouvrent, même l'ANSSI recrute des analystes de malware depuis des années déjà. Donc voilà, après je pense effectivement que ça va peut-être se démocratiser. Moi, j'ai fait le choix de m'expatrier parce que c'était une volonté personnelle depuis longtemps. Je pense que c'est bien d'avoir aussi cette vision internationale, surtout quand tu bosses dans ces métiers-là. Tu collabores avec des gens du monde entier. Puis j'en avais besoin aussi d'un point de vue culturel, d'un point de vue de l'enrichissement personnel, d'un point de vue de l'anglais aussi. Et puis voilà, ça ouvre l'esprit, ça permet de voir autre chose. Ouais, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que beaucoup de Français, moi le premier par exemple, je dis pas que j'ai un anglais merveilleux, mais en fait au début j'avais super peur justement de dialoguer en anglais parce qu'on a un peu... Ah ouais, c'est... Mais en fait, moi je connais plein de personnes, je sais pas si c'était ton cas ou pas, mais en fait à la base en anglais c'était des grosses quiches. Ouais. Ah ouais, non, mais... Et en fait, justement, le fait de se mettre dans le bain, au fur et à mesure, ça... En fait, faut pas hésiter, je pense, faut pas avoir peur à vraiment y aller et se dire, bon, bah vas-y. Ouais, c'est ça, carrément. Moi, j'avoue que je reviens de loin pour l'anglais, mais bon, bah voilà, faut y aller. Et puis, je pense aussi, il y a beaucoup de gens qui ont peur, effectivement, de se lancer à cause de l'anglais, mais on a tendance à se mettre un peu des freins pour rien, et du coup, parfois, faut juste pas réfléchir et puis y aller, quoi. Et donc pourquoi l'Australie par rapport à un autre pays? Il y a une vision différente par exemple sur la threat intel ou pas du tout parce que c'est un groupe américain, mais est-ce que tu vois vraiment des méthodes de travail complètement différentes entre l'Australie, la France ou alors par exemple avec les US? Par exemple quand tu bossais chez McAfee, est-ce que tu bossais majoritairement avec des US? Enfin tu vois, est-ce que tu vois ce genre de différence? Alors déjà, tu es dans une boîte internationale, donc tu bosses forcément avec des gens du monde entier, que ce soit les US, l'Europe ou n'importe où ailleurs, ou l'Asie, le Japon, enfin ce que tu veux. Et du coup, t'as vraiment, t'as pas vraiment de comment dire. Tu bosses avec des gens du monde entier, donc tu bosses avec des cultures différentes, donc ça fait partie de ton métier tous les jours. Après, pourquoi l'Australie? Parce que l'opportunité était là-bas, ça a matché en termes de relationnel il y a eu un beau feeling avec les équipes, etc. J'avais envie de changement aussi. L'Australie, j'y étais déjà allé il y a quelques années, donc je connais un petit peu, et puis voilà. C'est un petit peu loin de l'Europe, c'est vrai. Mais d'un point de vue expérience, c'est génial. Et puis voilà, après, je sais pas où je serai dans quelques années, mais en tout cas, pour l'instant, ça fait une belle expérience. Ouais. Et quels sont les conseils que tu donnerais alors à une personne qui voudrait commencer la threat intel ou alors le reverse de malware parce que ça peut sembler en mode waouh, c'est super difficile, c'est super difficile d'accès, il faut connaître plein de gens et tout ça. C'est quoi les conseils que tu donnerais parce que là, t'as quel âge? T'as 30 et quelques? 32, ouais. T'as 32 ans. Ouais. Justement, quand toi, t'as réussi à faire ce basculement, etc., mais c'est quoi ton rétexte justement? Quels sont les conseils que tu donnerais? Alors, avant de parler d'analyse de malware, de threat intel, je pense qu'on peut parler de cybersécurité. Et donc, aujourd'hui, les conseils que je donnerais pour travailler dans la cybersécurité ou en tout cas essayer de faire carrière dedans, c'est déjà d'avoir soif de connaissances, c'est-à-dire d'avoir toujours envie d'apprendre. On est dans un monde, dans un milieu, la cybersécurité, qui change, qui évolue tout le temps, et on est tout le temps obligé de se remettre en question. Je pense pas que... c'est vraiment quelque chose d'important, parce que je pense qu'il y a des gens qui l'oublient certaines fois, mais on est tout le temps obligé de se remettre en question, d'apprendre de nouvelles choses, de faire de la veille, de comprendre ce qui s'est passé, etc. Et donc, la première chose, c'est déjà d'avoir envie d'apprendre, d'avoir envie de se challenger un petit peu tous les jours, toutes les semaines, d'apprendre de nouvelles choses et essayer de jamais se reposer sur ses lauriers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais qu'on est dans un monde, en tout cas dans la cybersécurité, où il y a énormément d'informations en source ouverte ou rendues publiques. Et donc, aujourd'hui, c'est facile de partager de l'information via un article de blog, via une présentation dans une conférence, etc. Et donc, le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'être actif dans la cybersécurité, que ce soit bien sur Twitter, d'aller en conférence, même pas forcément pour présenter, juste au moins pour rencontrer les gens, pour créer du réseau, pour discuter avec d'autres personnes. Et en fait, chaque personne de la cybersécurité est intéressante à rencontrer parce que chacun a un point de vue différent ou en tout cas des expériences différentes. Donc ça, c'est hyper enrichissant. Et la troisième chose, je dirais de ne pas avoir peur de se lancer. Tout à l'heure, on parlait de l'anglais. Je suis sûr qu'il y a certaines personnes ça a été mon cas, qui peuvent refuser des postes parce qu'il faut parler anglais et parce qu'ils ne sont pas forcément à l'aise. À l'époque, moi, quand j'ai rejoint McAfee, je savais que ça allait être un environnement en anglais. J'ai failli refuser le poste parce qu'il fallait parler anglais, quoi. Donc ça a été 6 mois intenses à cravacher de malade, à pas dormir la nuit. J'apprenais carrément
mes présentations en anglais la veille pour les présenter le lendemain aux clients. Donc, je passais la nuit à apprendre par cœur, quoi. Et le lendemain, je croisais les doigts pour pas qu'ils me posent de questions, quoi. Donc ouais, voilà, tout ça pour dire que je pense que en vrai, quand on a peur de quelque chose, en fait, c'est peut-être le signe qu'il faut le faire. Et du coup, il faut prendre des risques, quoi. Voilà. Je pense que ça, c'est un bon conseil. Et puis, ne pas cesser d'apprendre. Et est-ce que, alors c'est une question qui est un peu hors sujet et pas hors sujet à la fois, Ouais. Parce qu'on arrive bientôt à la fin de cet épisode, je sais que tu es bien triste de finir dès maintenant l'épisode. Mais est-ce que tu as des films, livres, séries à conseiller dans le monde de la sécu ou pas du tout, hein, enfin vraiment des trucs où tu dis ouais ça faut vraiment, je recommande grandement quoi. Ok, moi alors je suis peut-être un peu... bon, alors sans parler de la cybersécu, il y a une série qui est super, qui s'appelle Utopia, qui a été diffusée il y a quelques années maintenant. Elle est un peu vieille, elle doit avoir peut-être 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Et ça parle un petit peu des théories du complot, etc., plus sur la régulation de la population. Et il n'y a pas eu de suite en fait, je crois qu'il n'y a que 2 saisons, il n'y a pas eu de suite. Et donc la légende dit que cette série est un petit peu dérangé, disons, et que du coup il n'y a pas eu de suite à cette série. Donc très bonne série, rien à voir avec la cybersécurité, on parle plus de théorie du complot, et voilà, c'est plutôt pas mal. Bien sûr Black Mirror, donc je pense que bon, je la recommande, mais bon, je pense que tout le monde les a déjà vus, quoi. Mr. Robot, j'ai bien aimé pour parler de cybersécurité, c'est peut-être ma série qui parle de sécurité informatique que je préfère le plus, quoi. Où ça utilise pour le coup des vrais logiciels qu'on utilise en pentest, en red team, ouais, etc. c'est ça, ouais, c'est bien fait même. En fait, il y a une atmosphère dans Mr. Robot qui reprend un petit peu Fight Club, et je suis un grand fan de Fight Club. Et je sais pas si tu as regardé Mr. Robot du coup, mais tu vois, c'est le fait qu'il soit schizophrène, cette atmosphère, cette ambiance. Et d'ailleurs, je crois que Sam Esmail, le producteur ou le réalisateur de Mr. Robot, avait dit en interview qu'il avait été inspiré de Fight Club pour la série, quoi. Bon, de toute façon, tu le sens qu'il y a une influence qui revient de Fight Club, très bon film également. Et voilà, ouais, après pas d'autres recommandations, mais bon, c'est des trucs un peu que tout le monde. Et dans la partie threat intel, analyse de malware, ce genre de choses, est-ce que tu as des recommandations justement en lecture, en cours ou des trucs comme ça, quoi? Alors la Bible pour l'analyse de malware, c'est Practical Malware Analysis, c'est une Bible. Je crois qu'il y a la version 2 qui doit, il me semble qu'il y a la version 2 qui doit être publiée bientôt, je sais pas quand, mais j'ai entendu cette rumeur. Donc Practical Malware Analysis, c'est vraiment la Bible, c'est là où, enfin moi à l'époque il n'y avait pas de cours d'analyse de malware, j'ai passé un été à bosser Practical Malware Analysis, et puis franchement c'était super. Et puis après non, si vous voulez en apprendre plus, j'ai fait un article sur mon blog où je mets 10 bouquins que je recommande en fait sur l'analyse de malware pour en apprendre un peu plus, et donc il y a la liste directement, quoi. Ok, cool. Voilà. Thomas, merci beaucoup. J'espère que tu auras apprécié ce petit moment d'échange. C'était super. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches peut-être des contributeurs aussi bien sur la partie Mystic Pi que sur la partie Nprotect It, ou c'est quoi? Tu cherches majoritairement des développeurs, des personnes qui donnent des malwares? Tu cherches quoi? Alors moi de toute façon je suis assez actif sur la partie communauté, sur Twitter, tout ça, donc même je suis même toujours content d'échanger avec des personnes. Donc si jamais il y a des gens qui veulent me contacter, c'est avec grand plaisir, soit sur LinkedIn, soit sur Twitter, préférable. Ouais, donc Frogger, FR0GGER _, c'est ça, ouais, exactement. Et après, donc, Unprotect Project, c'est une base de données open source. Donc effectivement, si les gens veulent contribuer, ils sont les bienvenus. On prévoit de créer des petits swags, des petits cadeaux qu'on va renvoyer aux contributeurs. Donc on a refait le logo là, donc on est encore en train de bosser dessus, mais c'est dans les plans. Et Mystic Pi, c'est le projet Microsoft open source. Donc là, si des gens veulent contribuer, aujourd'hui on est un petit groupe de contributeurs, mais si des gens veulent contribuer, c'est toujours avec plaisir, ou même l'utiliser. Je sais que quand j'ai écrit l'article, j'ai eu pas mal de retours de gens qui m'ont dit ouais, comment ça fonctionne Mystic Pi, est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus, etc. Donc n'hésitez pas soit à me contacter, soit à partager sur le GitHub, etc., quoi. Voilà. Cool. Thomas Frogger, merci beaucoup. Merci Sylvain. Et puis à une prochaine, t'es toujours le bienvenu à Paris. Écoute, merci, surtout quand il fait chaud comme ça. Ouais. À la prochaine Thomas. Merci, ciao. Salut.